Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans Famille, Justice, Enfance numéro 155 avec aujourd'hui Gaël Cloarec avec le périple cycliste En route vers l'espoir du 17 au 20 juillet, du 17 au 21 juillet, Tarmes-Nîmes en vélo pour dénoncer l'aliénation parentale avec des distributions du livre Papa à vous de Christophe Miez que nous recevrons la semaine prochaine. Nous aurons donc dans une première partie un entretien avec Gaël qui nous expliquera ce qu'est ce périple, pourquoi, quand, comment. Les invitations à le rejoindre. Nous parlerons ensuite avec lui d'aliénation parentale, du signal lancé aux institutions, aux intervenants judiciaires, sociaux et autres qui sont invités sur chaque étape du périple, dont nous rappellerons les principales étapes d'ailleurs. Et en seconde partie, nous aurons 16 à 17 minutes d'explication. Qu'est-ce que l'aliénation parentale avec des interventions médiatisées de magistrats, de professionnels, de victimes, de psychiatres, 17 minutes de témoignages et d'explications. Et là, après, vraiment, si après ça vous comprenez pas, c'est que vous n'avez pas envie de le faire. D'ailleurs, j'ai entendu il y a peu longtemps Carl Zero déclarer que ça n'existe pas. Carl qui ne répond pas à ces emails que je n'arrive pas à inviter ici ni à joindre. Tu ne peux pas être catégorique ainsi sur ces sujets. Nous parlons de sciences humaines. L'absolu, le 100% n'existe pas. Il y a forcément un pourcentage de déchets, de vérité, de mensonges, de déviations, de tout ce que tu veux. L'absolu est absolument impossible à atteindre dans ce domaine. Ce qui veut dire qu'en faisant ainsi, tu dénies les cas qui existent forcément de fait, même si par rapport à ton combat, ils sont peut-être minoritaires. En attendant, ils existent. C'est important. Il y a une véritable souffrance de l'enfant et du parent. C'est une émission dédiée, nous en parlons ce soir. Nous démarrons, c'est juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. RLP 102.3, aujourd'hui avec Gaël Cloarec, en route vers l'espoir du 17 juillet au 21 juillet, une opération qui traverse quasiment la France, jusqu'à Nîmes en vélo. Gaël, bonjour, ça va ? Bonjour à tous les auditeurs et auditrices, oui ça va très bien. Bon, très bien. Alors qu'est-ce qui se passe exactement du 17 juillet au 21 juillet ? Alors donc du 17 juillet au 21 juillet, nous réalisons avec une petite équipe de sympathiques partenaires, dont l'auteur du livre Papa à vous, un périple en vélo qui consiste à rallier Toulouse à Nîmes avec donc des vélos avec assistance électrique entre autres pour nous aider dans ce périple, car nous tracterons une remorque enfant dans laquelle nous aurons mis beaucoup de livres de Christophe Miez pour les distribuer auprès des tribunaux qui se trouveront sur notre chemin. Alors Christophe Miez, effectivement, que nous recevrons la semaine prochaine. L'enregistrement a déjà été fait, mais on décale pour qu'on puisse s'exprimer sur cette opération de vélo. C'est une opération censée montrer à la justice que, au travers de tristes histoires, ce qu'il se déroule aujourd'hui pour beaucoup d'enfants de couples séparés. Alors, en fait, qu'est-ce que vous voulez réellement exprimer ? Parce que la justice, elle est remise en cause dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de choses. Là, quel est vraiment le thème ? Bon, Papa à vous, on se doute, on l'a pas encore entendu ici, mais on se doute de quoi ça parle. Mais toi, Gaël, par exemple, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je suis un papa très attaché aux valeurs de la famille. Mon histoire, triste comme beaucoup de parents divorcés, mais qui de plus est a été alourdi dans sa tristesse par des procédures pénales dont la base sont les calomnies d'un autre parent qui ont amené une ordonnance de protection injustifiée et tout le suivi qui va derrière, donc forcément image salie, des droits parentaux qui ont été très nettement réduits, voire qui ont quasiment disparu, une séparation rapide et stricte avec des enfants qui du jour au lendemain n'ont pas compris ce qui se passait, et du coup aujourd'hui un papa qui cherche au travers de ce périple
de montrer à la justice que des décisions sont prises, mais qui sont pas forcément les bonnes, ou elles sont prises bien trop tard. Concrètement, est-ce que tu vois encore tes enfants ? Aujourd'hui, je ne les vois plus, si ce n'était que par des espaces de rencontre. Ces centres qui sont souvent, très très sollicités par la justice, malgré la surcharge des dossiers qui sont en cours aujourd'hui. Donc on est beaucoup de parents, que ce soit des papas ou des mamans, contraints à voir nos enfants que pendant 1h30 parfois. C'est le minimum en fin de compte de temps qui nous est accordé, malgré que les juges mentionnent des délais supérieurs. Mais la surcharge de ces centres fait que on ne peut pas voir nos enfants plus longtemps que ça, et sur des fréquences qui sont pas non plus tout à fait normales. C'est-à-dire que quand on voit un enfant pendant 1h30 tous les 15 jours, quand ces visites ont enfin lieu, il est compliqué de rétablir un lien qui a été brisé par des décisions qui n'étaient pas forcément les bonnes. Oui, encore une fois tous les 15 jours, c'est bien, parce que moi j'ai beaucoup de dossiers où c'est une fois par mois. Tout à fait. Donc là, par contre, je pâtis d'une absence de visite depuis début juin, après avoir subi une séquence d'1 an de privation de mes enfants pour non-représentation d'enfants par la maman, et ensuite des délais de justice et des services sociaux qui sont rallongés du fait de la complexité de certains dossiers. Donc du coup, là, à nouveau, je suis reprivé de mes enfants depuis début juin sans savoir quand est-ce que je pourrais à nouveau les revoir, en sachant que les services sociaux ne travaillent pas pendant le mois d'août, donc les visites seraient reprises au mieux, on va dire en septembre. Donc je sais que jusqu'en septembre, je ne verrai pas mes enfants. Oui, et là vous êtes nombreux à faire ce parcours en vélo ? Alors nous sommes une petite équipe, on a réussi donc avec Christophe Mies principalement, qui est entre guillemets le co-organisateur de cet événement avec moi. On serait une petite équipe d'environ 8 personnes, alors des gens qui parfois se greffent à notre périple au départ de certaines villes et qui font un morceau de chemin avec nous pour accompagner, pour éventuellement parfois discuter, parce que c'est pas une course contre la montre, c'est une balade qui est censée nous permettre de nous arrêter à certains endroits pour distribuer ce livre et montrer à la justice, il y a des histoires tristes qui existent aujourd'hui parce que des décisions sont parfois prises trop rapidement et pas dans le bon sens. Et ça au détriment de nos enfants qui, eux, subissent des choses qu'ils ne comprennent pas du tout. Bien sûr. On a quelques partenaires qui se mettront dans notre roue, on va dire, entre Toulouse et Mons. Ok, et puis les gens peuvent éventuellement vous rejoindre et participer aussi au parcours. Et effectivement, les gens peuvent via Facebook, sur lequel on a inscrit notre événement, venir s'inscrire sur un Google Form qui mentionne les jours où il est possible de venir nous rejoindre sur un trajet. Donc ils peuvent nous contacter pour nous dire nous on est intéressés, est-ce qu'on peut venir se greffer. Donc on a prévu les choses pour qu'effectivement les gens puissent nous accompagner sur des trajets qui sont sécurisés. On a fait une reconnaissance sur tout le trajet. Il y a effectivement des endroits où on peut rouler à plusieurs cyclistes et principalement l'idéal, ça aurait été depuis le départ de Toulouse, le long du canal du Midi, qui est quand même assez joli et qui se prête à ce genre d'événement, ce genre de promenade. D'accord. Donc, pour pouvoir vous contacter, participer éventuellement à ce parcours, on va sur une page Facebook, c'est laquelle ? Il faut taper en route vers l'espoir et ça nous amène sur un lien qui nous permet d'aboutir sur la description de l'événement. Ça nous amène également sur donc ce Google Form qui peut nous permettre de voir qui veut se greffer sur l'événement. Ça nous amène également sur un lien si les gens veulent acheter un t-shirt qu'on a fait à l'effigie de cet événement. Également un lien sur une cagnotte qui nous permettra nous de financer l'achat des livres que l'on distribuera auprès des services dans les professionnels de la justice et de certains services sociaux. Si ces personnels-là qui ont été invités à cet événement veulent bien répondre à l'appel, ils sont d'accord pour recevoir ce livre pour les aider à comprendre ce qu'est l'aliénation parentale, parce que principalement c'est ce qu'on veut mettre au grand jour aujourd'hui. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. C'est un sujet qu'on évoque ici de manière assez régulière et j'ai été surpris, moi, d'entendre Karl Zero s'exprimer il y a pas très longtemps sur ce sujet en disant que ça n'existait pas. Que tous ces enfants qui exprimaient en langage corporel un mal-être par rapport à leurs parents ou qui dénonçaient certaines choses, il fallait les croire et condamner uniquement sur la parole de l'enfant. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, forcément, il y a des cas où il y a eu maltraitance de la part ou du papa ou de la maman, ou négligence, et ça serait regrettable de ne pas entendre un enfant qui effectivement est dans le vrai. Cependant, il y a quand même beaucoup de cas, et ils sont très nombreux, mais ils se dissimulent dans tous ces dossiers qui sont en surcharge auprès des tribunaux, pour lesquels les enquêtes sociales ne sont pas forcément réalisées en temps et en heure, ou sont tronquées. Donc du coup, ça cache des dossiers où effectivement, l'enfant qui pourtant est reconnu par la justice, pouvant pas faire preuve de discernement, se permet de dire des choses parce qu'ils sont incités par un parent aliénant, on va dire un parent toxique, et du coup ils sont amenés à dire des choses qui peuvent poser question. Mais si on y réfléchit bien et si on fait un travail de fond dans le créneau qui va bien, on peut se rendre compte qu'il y a des incohérences entre ce que peut dire l'enfant, ce que peut dire l'autre parent et ce que peut dire le parent qui veut se défendre de tout ce qu'on l'accuse à tort. Et puis il y a aussi un autre problème, c'est que statistiquement il y a forcément une part de déchets, c'est comme ça, c'est humain, c'est un environnement humain, donc il y a forcément une part de fausses accusations, c'est statistique, c'est obligatoire, et si elles ne sont pas prises en compte, c'est que nous faisons une erreur de traitement. Ça, je pense qu'il faut quand même souligner ce point. Tout à fait, oui.
Est-ce qu'on peut vous souhaiter quelque chose ? Souhaiter, oui, déjà que ce périple puisse se dérouler dans des bonnes conditions climatiques, que la santé soit là, que alors nous serons forcément rayonnants. Ce sont pas des papas et des mamans parce qu'on a fait en sorte que ce soit pas un mouvement antiféministe, parce que beaucoup pensent à ce genre d'événement dans ce sens. Ah non, c'est un problème universel. Quand le couple se sépare et que c'est la guerre elle est sale. Il n'y a pas de raison de dire qu'un camp est de manière idéologique plus propre qu'un autre. Ça, on n'a jamais dit ça. Voilà. Donc on a bien souhaité, nous, à ce que ce soit des papas et des mamans qui agissent. Donc voilà, et on souhaite vraiment que principalement les services de la justice et les services sociaux répondent à cet appel que j'ai pu lancer par mail adressé, donc que ce soit aux tribunaux ou aux différentes aides sociales à l'enfance, qui puissent être vraiment concernés et se dire oui, très bien, peut-être qu'il faut qu'effectivement on aille les écouter, parce qu'on ne veut pas revendiquer quelque chose, on veut leur dire voilà, ça existe, vous avez là des cas concrets de dossiers qui ont été traités pas forcément de la bonne façon. D'accord, donc vous venez avec des dossiers, vous montrez des exemples de choses qui n'ont pas été traitées comme il le faut, avec tous les dommages qu'il peut y avoir autour, et vous avez donné rendez-vous à des professionnels durant vos étapes, c'est ça ? Tout à fait, voilà. D'accord. Tout ce qui peut être magistrat, avocat, espace de rencontre, les services sociaux, voilà, c'est leur dire voilà, il existe un problème et notre effet majeur, en fin de compte, l'effet à obtenir, en fin de compte, c'est de sauver les enfants et de se prémunir de ce carnage que créent, certains ne veulent pas en parler, de cette aliénation parentale, mais on va dire de cette toxicité dans les relations lorsqu'il y a un conflit existentiel entre un papa et une maman. Et qui souvent se déclenche lorsque l'un des deux annonce la séparation à l'autre. Ou lorsqu'ils s'entendent pas, ou qu'il y a un rapport de force qui s'établit. Gaël Cloarec, en route pour l'espoir, du 17 juillet au 21 juillet, Tarbes-Nîmes, avec un préambule à Toulouse. Tu nous rappelles les dates d'étape ? Donc nous démarrerons du coup le lundi 17 juillet à 10h devant le tribunal de Toulouse. Donc il y aura une espèce de petit comité d'accueil. Nous prendrons la route pour nous diriger sur Revel, où nous serons censés arriver sur les coups de 16h30. Le lendemain, nous repartirons de Revel sur les coups de 9h pour rejoindre Mazamet, et en ayant fait une halte sur le tribunal de Castres pour 11h. Le mercredi qui suit, nous partirons de Mazamet aux environs de 9h et nous arrêterons sur la voie verte qui se dirige sur Bédarieux. Donc on s'arrêtera à Mons pour 17h. Et ensuite, jeudi, on redémarre à 9h pour nous arrêter dans un premier temps à Béziers au tribunal et encore avoir ce petit comité d'accueil avec les services de la justice. Et on finira notre route sur les coups de 17h à 7. Et la finalité, qui pour moi est importante parce que c'est la ville de résidence de mes enfants que je ne vois plus depuis 2 ans et demi. Donc nous partirons de 7 à 9h pour nous arrêter dans un premier temps à Aigues-Mortes sur les coups de midi et pour finir notre route à 16h devant le tribunal de Nîmes, qui sera l'étape finale. Donc les gens peuvent vous rejoindre à chaque étape avec leur vélo, peuvent participer à une étape ou une partie d'étape. Ils vous joignent via Facebook En route vers l'espoir. Tout à fait. Et je suppose que vous êtes allé poster à droite et à gauche, notamment sur les pages Facebook de l'association Équité Parentale, votre opération et vos diverses étapes. Voilà, on diffuse cette opération. Alors les gens qui peuvent effectivement récupérer ce lien sur Facebook peuvent également les distribuer sur Instagram, sur TikTok et tout ce qui peut être utile en termes de réseaux sociaux pour élargir cette diffusion et puis faire venir le maximum de monde, de gens concernés, voire non concernés, qui veulent comprendre ce qu'est ce phénomène. Ok, merci Gaël, bon courage, au revoir, merci. Merci, au revoir. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Un mot sur cette aliénation parentale. Ah oui, c'est un plan un peu machiavélique et un conditionnement qui s'opère sur des semaines, des mois, des années. Et effectivement, un du travail du parent, c'est de discréditer complètement l'autre. Et c'est ça l'aliénation parentale, c'est d'utiliser au quotidien tous les moyens pour dire à quel point le parent qui est pas là ne nous manque pas, qu'il était terrible, catastrophique, voire maltraitant, comme ça a été le cas pour vous. Et l'enfant, lui, il enregistre ce discours et puis finalement, il y adhère au bout d'un moment et puis il a d'autres personnes qui y participent à ce discours, d'autres membres de la famille. Et le syndrome d'aliénation parentale, c'est quand l'enfant s'approprie ce discours et devient même agressif avec ses parents en lui reprochant énormément de ne pas avoir agi plus tôt, de ne pas avoir été plus attentionné, de ne pas avoir donné de nouvelles, par exemple. Juridique. Et justement, en matière de démarche juridique, je voulais vous demander si, justement, ce syndrome d'aliénation parentale, il pouvait être reconnu en France. Oui. Dans Alors, de décision. Le syndrome d'aliénation parentale, c'est une construction établie par des thérapeutes qui, à un moment donné, se sont posé la question de savoir quelle était l'influence, finalement, de l'un ou l'autre des parents quand il s'avérait nocif sur l'enfant par rapport à l'autre parent. Parce que le syndrome d'aliénation parentale, quand on y réfléchit l'espace d'un instant, tous, on sait si on a des enfants que quand ils sont petits, on est à peu près capable d'en faire ce que l'on en souhaite.
Bon. Le syndrome d'aliénation parentale, c'est justement le fait de véritablement dénigrer l'autre. Vous savez, le premier dénigrement qui est le pire, c'est « tu as vu, papa nous a quittés » ou « maman nous a quittés ». C'est d'inclure l'autre parent dans le même statut de victime que l'enfant. L'enfant se dire à sent... l'enfant qu'il a été abandonné. Mais l'enfant se sent abandonné, même si c'est un tort. Il se sent abandonné. De dire, tu vois, il n'a pas abandonné que toi, il a abandonné nous. Là, du coup, ça devient... Alors, pour répondre plus rapidement avec votre question, parce que si on me lance... C'est important de donner des exemples, parce qu'on va tous se reconnaître, bien sûr. Ça c'est quelque chose qui est assez récurrent. Le syndrome d'aliénation parentale, il est souvent aussi utilisé pour un dénigrement systématique, non pas de l'autre, parce que ça, mais de l'absence de l'autre. Ah bah tiens, tu vois, maman, elle n'est pas là. Oui. Ah bah elle pourrait, hein, si elle voulait, alors que c'est totalement inexact. Mais c'est, voilà, une espèce de travail de sape, au coup par coup, en permanence, sur l'image que l'enfant s'est construit de l'autre, pour dégrader cette image petit à petit. Et alors concrètement, comment on fait reconnaître ça? Voilà, c'est ça. Alors, il y a des expertises qui maintenant sont ordonnées par les juges aux affaires familiales lorsqu'il y a des suspicions d'aliénation parentale, ou en tout cas, on va dire d'une manière plus générale, de manipulation de l'enfant par l'un des parents, parce que c'est finalement presque plus réducteur, le syndrome d'aliénation parentale, par rapport j'allais dire, au panel de comportements que peuvent avoir les parents lorsqu'ils souffrent. Parce que finalement, souvent, ce sont des parents qui souffrent. Et la souffrance, plus par exemple l'égocentrisme, eh ben, ça donne des catastrophes par rapport aux enfants, parce qu'on oublie que l'enfant, chaque fois qu'on lui dit quelque chose de mal sur l'un de ses parents, c'est à lui qu'on fait du mal, bien sûr, principalement. Et finalement, l'enfant souffre de cette aliénation parentale, et c'est parce qu'il y a une souffrance derrière l'aliénation parentale que les juges demandent maintenant aux psychologues ou aux psychiatres qu'ils désignent comme experts d'essayer de déterminer l'existence de ce syndrome. En tout cas, si vous voulez, ce qui est très important là-dedans, c'est de sortir de l'émotion. Parce qu'il faut bien comprendre que la conséquence d'un syndrome d'aliénation parentale pour un parent, c'est que votre enfant vous dit « je t'aime pas, je veux pas te voir, et j'ai pas envie de te parler au téléphone ». Donc il faut déjà passer outre le caractère émotionnel extrêmement lourd. Moi j'ai des gens qui se sont effondrés dans mon bureau en me disant mais je peux même pas entendre ça. Et quand on leur dit il faut lutter, ils ont à peine la possibilité de le faire. Donc reportez-vous sur des choses qui sont plus concrètes, plus terre à terre, et ça vous aidera à passer l'émotion. On va parler d'un sujet qui est sensible, qui concerne les familles où les parents sont divorcés. On appelle ça le syndrome d'aliénation parentale. C'est quoi? Alors on l'appelle ou on l'appelle pas comme ça parce qu'en fait l'expression vient d'un psychiatre américain qui s'appelait R.A. Peut-être qu'il est vivant d'ailleurs, mais c'est assez ancien. On l'appelle aussi le SAP, syndrome d'aliénation parentale. Et alors les psychiatres des deux côtés de l'Atlantique s'étripent littéralement pour savoir si ça existe et même si c'est une pathologie. Évidemment, vous imaginez que moi, je vais pas rentrer dans une querelle de psychiatre, j'ai pas du tout les compétences. Par contre, ce qui est clair, c'est que la souffrance des personnes concernées, que ce soit le parent rejeté ou les enfants, elle est réelle, elle est extrême, et que c'est des cas qui sont de moins en moins rares. Concrètement, c'est le cas d'une espèce de rupture parentale brutale, c'est le rejet soudain d'un parent par un enfant. C'est-à-dire que vous avez une situation qui va bien, voire même une résidence alternée, c'est très courant, et du jour au lendemain, vous avez votre enfant la semaine, il rentre chez son autre parent, et il revient pas la semaine d'après, non, je veux plus venir chez toi. Et il y a coupure complète de toute relation, et ça peut aller super vite. Avec des actes extrêmement violents, avec des phrases extrêmement violentes, des insultes à répétition, des refus de toute relation, non seulement avec le parent rejeté, mais généralement avec toute la famille du parent rejeté, les oncles, les tantes, les grands-parents, les frères, les sœurs, voire même les petits frères, petites sœurs nés entre-temps en famille recomposée, et souvent aussi avec des informations du type « mais de toute façon, je veux plus aller le voir parce que elle ». Parce que c'est pas sexué du tout, ça marche ça le fait avec les pères et les mères. J'ai été violentée physiquement, moralement, sexuellement par ce parent, je veux plus y aller. La plupart du temps c'est faux, mais l'enfant ne s'en rend pas compte. Et alors, l'enfant est persuadé d'avoir son libre arbitre, c'est ça qui est très pervers. Ouais. Alors qu'en fait il est phagocyté au point que nous qui voyons des expertises psychiatriques derrière, on s'aperçoit que l'enfant reprend littéralement, et quand je dis littéralement c'est au mot près, le discours de son parent sur son autre parent.
Et alors là, il y a une espèce de jeu parce que l'autre parent, c'est-à-dire celui avec lequel l'enfant a décidé de rester, lui, il se réfugie derrière son enfant. Vous avez l'impression, parce que là, ce que vous décrivez, c'est finalement une manipulation de l'enfant, et l'enfant, il est conscient de cette manipulation, qu'il est manipulé? Non, non, non. La plupart du temps, alors d'abord, l'enfant n'est jamais conscient de la manipulation. Bon, d'abord, c'est fait pour, si j'ose dire. Quelque part, quand on essaye d'envoyer au djihad ou à la guerre un enfant, on n'envoie pas quelqu'un. Nous, autour de la table, si on veut nous envoyer à la guerre, il va falloir travailler dur pour nous convaincre. Un gamin de 15-16 ans, ça va être beaucoup moins dur de le convaincre de partir. Donc déjà, oui, il est plus facilement manipulable. Non, il n'en est pas conscient. Et le parent qui le manipule n'est pas nécessairement conscient qu'il manipule son enfant. Ça tient à plein de choses. Ça tient à ce que on est dans ce qu'on appelle un espèce de conflit de loyauté majeur. Le conflit de loyauté, pour expliquer un petit peu, c'est quand des parents sont séparés, pas seulement en cas de divorce. Quand des parents sont séparés, chaque fois qu'on dit à un enfant, mais quand je dis on dit, c'est pas nécessairement des paroles directes. Ça peut être la conversation autour de la table qui parle en général. Ça peut être les actes ou le sous-entendu que l'enfant entend ou comprend. Et l'enfant se retrouve dans un choix que lui comprend comme un choix à faire, et que chaque acte qu'il pose, c'est pas un acte qu'il pose pour un parent, mais contre l'autre. Il se trouve dans un conflit qu'on appelle un conflit de loyauté, et poussé à l'extrême, à un moment donné, l'enfant va faire un choix parfois extrêmement brutal, souvent pour sortir de ça, mais en même temps, il se met dans une position épouvantable, parce qu'un enfant de 10, 11, 12, 15, 17 ans, qui du jour au lendemain dit « moi je veux plus voir papa » ou « je veux plus voir maman », il y a une souffrance derrière, c'est pas vrai qu'il n'y en a pas. Mais la deuxième chose, c'est que plus le temps passe, plus la situation se cristallise, plus ça se calcifie quelque part, et plus la reprise de lien entre le parent et l'enfant devient extrêmement difficile, avec de la part du parent un ressentiment à l'encontre de ce qu'on lui fait subir, et qui n'arrange évidemment pas les choses. Donc on comprend bien que l'important c'est l'enfant. Il faut qu'il voit un psychologue, il faut qu'il soit aidé, il faut qu'il soit protégé. Alors il faut considérer que ce rejet, c'est pas... L'idéal, ça serait de bien prendre en compte, le rejet n'est pas l'aval de l'enfant sur la situation, mais bien un mal-être de l'enfant. Et il faut impérativement que les enfants trouvent un lieu de parole. Donc dès que ça arrive, dès qu'il y a une situation comme celle-là qui arrive, il faut, mais très très vite, et plus c'est vite, plus mieux c'est, aller voir un psychologue avec l'enfant en informant l'autre parent. Faire parler l'enfant sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce que tu veux me dire. Donner à l'enfant un lieu de parole, à lui, un psychologue que pour lui, pas des parents. Les parents se mettent d'accord sur le psychologue, l'enfant va le voir. Un avocat, tout de suite, pour ressaisir un juge, pour essayer de pas attendre, parce qu'on a ces délais judiciaires anormalement longs, et qu'il faut pouvoir en tenir compte, et que l'avocat vous explique ce qui va se passer, et savoir qu'on se lance dans quelque chose qui, malheureusement, c'est long, coûteux et psychologiquement excessivement difficile. La seule solution, c'est d'être bien accompagné et de prendre des accompagnants qui eux-mêmes connaissent le problème, pas le psychiatre d'à côté qui est super bon en psychiatre mais qui ne connaît pas, et qui ne sont pas des guerriers obligatoires. C'est-à-dire, on se bat s'il faut se battre. Le but, c'est essayer de voir si on peut faire quelque chose dans l'intérêt de l'enfant. Ceux qui sont opposés à cette notion de syndrome estiment qu'il y a un risque d'attribuer certains comportements à l'aliénation parentale, alors qu'en fait le rejet de l'enfant il est dû à des sévices sexuels, des agressions sexuelles. Est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut parler d'aliénation parentale que lorsque le rejet de l'enfant est injustifié. Il y a des cas où un enfant va rejeter son parent, mais il a des raisons valables de rejeter ce parent, soit parce qu'il aura été battu, soit parce que... Il ne va pas forcément le dire qu'il a été battu parce qu'il a peur. Il va pas forcément le dire, mais parfois les langues finalement finissent par se délier. En tout cas, il y a des cas où l'enfant a vraiment des motifs totalement fondés de rejeter son parent. Dans d'autres, c'est absolument pas le cas. On invoque finalement des arguments qui ne reposent sur rien. C'est souvent du discours inventé, mais plutôt du discours finalement qui a été infiltré dans le cerveau de l'enfant. Alors il y a des cas terribles, extrêmes, où on voit ce père avec cette fille, quand il voit sa fille se débat, crie, enfin, d'ailleurs, c'est un déchirement pour tout parent. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'il y a quand même de belles histoires, enfin des histoires qui se terminent bien? J'ai le souvenir que Richard, dans le reportage, nous dit que finalement, c'est terrible d'assister à la souffrance de son enfant et d'être impuissant face à cette souffrance. Il dit justement qu'il assiste passif à une souffrance atroce. Et ça résume totalement justement ce que l'on ressent quand on est finalement un parent rejeté à cet extrême. Impuissance que l'on retrouve également dans une certaine mesure chez l'avocat, puisque en tout cas dans ce type d'affaires, on est au quotidien confronté
aux lenteurs de la justice, à son incapacité à réagir rapidement face à ces phénomènes. Et je dirais que l'ennemi numéro 1 du parent aliéné, c'est le temps. Le temps joue en faveur du parent manipulateur et aujourd'hui on n'a pas les réponses judiciaires adaptées, on a les textes, on a les outils mais ils ne sont pas utilisés. Je vous donnerai juste un exemple. Quand un parent ne remet pas l'enfant à celui qui est en droit de le réclamer parce qu'il a un droit de visite et d'hébergement qui lui a été octroyé par une décision de justice, il commet un délit pénal qui est le délit de non-représentation d'enfant qui est réprimé par l'article 227.5 du code pénal. En principe, quand vous êtes effectivement finalement quand vous ne pouvez pas accéder à vos enfants, vous allez déposer une plainte et cette plainte doit être étudiée et ensuite doit déboucher sur des poursuites. Le problème qu'on a, c'est qu'en tout cas dans la politique pénale actuelle, la priorité n'est pas donnée au traitement de ces plaintes pour non-représentation d'enfants. Ce qui va créer finalement chez l'auteur de ce délit un sentiment d'impunité, de dire de toute façon pour que le procureur s'active, et s'intéresse à mon histoire, voilà, ça prendra du temps. Il faut qu'on en arrive à une vingtaine de plaintes. Donc on va jouer là-dessus sur la stratégie finalement de l'absence de réactivité finalement de la justice pénale et aussi peut-être on va présager d'une certaine lassitude du parent qui réclame à corps et à cri de pouvoir voir son enfant. Deuxième chose, au niveau des juges aux affaires familiales, ce sont des juges qui n'ont pas les moyens qu'ils devraient avoir, ils sont débordés, les rôles sont mais rengorge d'affaires. On a une procédure en principe prioritaire qui permet effectivement de faire le juge se prononcer plus rapidement, qui est la procédure de référé. Alors c'est une bonne chose, c'est vrai que dans ce cas précis, vous pouvez obtenir une décision dans un délai restreint, 1 à 2 mois, mais si jamais vous perdez en première instance parce que le juge il a considéré qu'on n'était pas dans un cas d'aliénation parentale et que donc vous décidez de faire appel, le problème c'est que la priorité finalement disparaît et que cette affaire elle va pouvoir être jugée plusieurs mois, voire parfois 1 an après. Pendant tout ce temps, le travail de SAP se poursuit, l'aliénation parentale gagne du terrain et bien souvent lorsque vous vous retrouvez devant les juges en appel, il est trop tard. Le syndrome d'aliénation parentale, c'est-à-dire la volonté de l'un des parents de créer la rupture dans le cas de conflit. Vous personnellement, vous avez fait beaucoup de droit de la famille au parquet et vous trouvez qu'il n'y a pas fatalement obligation à donner un nom à une certaine façon de se conduire et qu'il y a d'autres manières pour lutter éventuellement sur la mauvaise influence de l'un des parents. Oui, c'est-à-dire que... Et que ça ne nécessite pas, excusez-moi, fatalement des expertises psychiatriques ou psychologiques. Si vous voulez, c'est l'expression syndrome d'aliénation parentale qui n'est pas une expression naturelle pour un magistrat. C'est-à-dire que c'est un terme médical ou psychologique ou psychanalytique ou psychiatrique qu'on utilise là, qui doit chez nous se traduire ou ne pas se traduire. C'est tous les anglo-saxons, hein, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Qui doit se traduire ou pas par une qualification pénale, par exemple, au pénal, ou par une atteinte à ce qu'on appelle l'autorité parentale en droit français de la famille. Alors, effectivement, moi, je ne dis pas du tout que ce comportement jusqu'au boutiste qui consiste pour un parent à le faire rompre son enfant de manière absolue avec l'autre parent, qui d'ailleurs a instillé chez lui presque une peur de son parent qu'on écarte. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Que ça reste quand même rare. Je dis qu'à mon sens, ça reste marginal et c'est heureux parce que ce sont des parents qui, alors soit sciemment, détruisent leur enfant, mais ça me fait un peu penser à ce qui existe au pénal qu'on appelle le syndrome de Munchausen par procuration. Il y a des comportements comme ça parentaux complètement dangereux pour les enfants. Moi je dis pas que ça n'existe pas, mais je dis que ça n'est pas la majorité des atteintes à l'autorité parentale qu'on rencontre dans notre pratique quotidienne. Là où ces cas sont le plus inquiétants et le plus graves, c'est presque quand les parents sont de bonne foi et que ils se sont persuadés, à tort par exemple, que leur ex-conjoint est l'auteur ou de violences sexuelles sur leur enfant, et que du coup ils vont projeter quelque chose qu'ils ressentent sincèrement et donc très fort sur leur enfant qui va pouvoir donc il va être plus convaincant, c'est évident. Voilà, l'enfant sera plus convaincu et va effectivement se retrouver très affolé s'il doit se trouver en présence de l'autre parent. Alors, il y a une réponse qui peut être une réponse pénale de poursuite pour des délits, par exemple, de non-représentation d'enfants, qui consiste à ne pas confier son enfant à l'autre conjoint qui en a la garde. Mais il y a aussi une position que moi je trouve très, très logique et très heureuse de nombreux juges aux affaires familiales aujourd'hui,
qui prennent en compte comme critère d'attribution de la garde d'un enfant la capacité qu'a un parent à laisser sa place à l'autre. Et si on hésite entre deux parents qui tous deux demandent la garde, eh bien on tâchera de donner l'enfant à celui des parents qui va le plus favoriser les relations avec le parent séparé. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.